Donc, alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'emblème de la sorcière qui donne la pomme dans Blanche-Neige? Parce qu'en fait, vous allez voir que ce dont on va parler, les 4 poisons blancs que vous consommez quotidiennement, c'est exactement comme la pomme dans Blanche-Neige en fait. Ils ont un bel aspect, ils sont appétissants, ils font envie, c'est des produits que vous consommez tout le temps, pour lesquels vous avez une bonne image le plus souvent, au moins pour certains d'entre eux, parce qu'heureusement, il y a quand même des informations qui commencent à arriver au grand public. Et comme la pomme, en fait, il y a des choses cachées à l'intérieur, et vous vous rendez pas compte, c'est que ça a un impact important sur votre corps qui va le modifier. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée de qu'est-ce que peuvent être les 4 poisons blancs dont on va parler? Est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à parler, hein. On est entre nous. Si c'est faux, c'est pas grave. Si c'est bon, c'est super. On avait entendu parler du pain, le sucre blanc, enfin le sucre grave. Ouais, le sucre, d'accord. Le sel, le lait et... Il vous en manque un. Bah, tu l'as dit un peu, ouais, voilà. La farine, ouais. Ok. Alors, c'est quand même surprenant parce que c'est 4 produits absolument basiques, de consommation courante, qu'on a tous dans notre cuisine, qu'on mange tous depuis 20 ans ou plus. Et finalement, on se rend compte que ce soit appelé poison blanc, c'est un petit peu violent comme appellation quand même, hein. Alors, de ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous explique un petit peu le programme. On va commencer par un petit exercice en groupe. D'accord, c'est pour ça que je vous ai remis des fiches et des stylos, donc qui va être un recueil alimentaire. Alors ça va être expérimental, puisque moi c'est ce que je fais quasiment tous les jours. Je fais pour les patients un recueil de leur alimentation, ensuite on en discute et on leur apporte des pistes. Mais pour l'instant, je n'ai jamais fait de recueil alimentaire à 20 personnes en même temps. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on parlera du sucre, on parlera de la farine, on fera une pause pour vous laisser respirer un petit peu. On reprendra où on parlera cette fois du lait et du sel. Et on retournera sur un petit exercice en groupe où il s'agira de réfléchir un petit peu sur votre alimentation, sur vraiment vos spécificités. On déterminera, je vous aiderai à déterminer un objectif personnel pour apporter des changements à votre alimentation. Et puis on fera une petite conclusion et puis on répondra aux questions si vous en avez à ce moment-là. D'accord? À la toute fin de la présentation. Est-ce que le planning, ça vous va? C'est bon? Les objectifs, ce que j'aimerais que vous emmeniez avec vous en quittant cette présentation, ce serait déjà de connaître les produits à limiter dans votre alimentation, déjà d'avoir retenu les 4, d'avoir compris pourquoi ils sont problématiques pour votre santé, parce que je pense qu'on ne peut pas appliquer quelque chose à laquelle on ne croit pas. Hein. Si je vous dis à partir de demain vous arrêtez de boire du lait et puis point, et que je vous renvoie chez vous, et demain vous allez boire du lait parce que voilà, c'est ma parole et puis c'est tout. Hein, si vous n'avez pas compris ce que ça fait sur votre corps, en fait ça créera aucun changement dans votre alimentation, dans votre nutrition quotidienne. Je vais vous apporter à chaque fois, pour chaque point, des astuces qui vous permettront de changer facilement en fait. Hein, au moins de faire des substituts, de modifier votre alimentation. Ensuite, j'aimerais que vous arriviez à repérer dans votre propre alimentation quel est le produit sur les 4 qui pose le plus de problèmes. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas en ayant fait une formation que vous allez tout changer dans votre alimentation en rentrant chez vous. Si déjà vous arrivez à changer un point à partir de demain, lundi, ce serait déjà génial. Donc on va déterminer un objectif personnel pour chacun d'entre vous, hein, que vous puissiez appliquer dès lundi. Vraiment, et de se dire, allez, je joue le jeu, j'ai déterminé mon objectif, lundi j'attaque et j'essaye de m'y tenir déjà toute la semaine. Hein, et de voir après un petit peu ce que ça donne. Ok ? Pour ceux qui veulent, vous pourrez me laisser à la fin de la présentation nom, prénom et mail. Et je vous renverrai un mail dans un mois pour avoir un peu votre retour, savoir si vous avez changé quelque chose, si vous avez senti une différence sur votre corps. Hein, vous pourrez me répondre un petit peu par mail. Ça m'intéresserait de voir ce que ça vous a apporté vraiment. Ok ? Alors, on va commencer par l'exercice, déjà, tout simple, c'est pour ça que vous avez un petit papier. Donc, allez, fin de la parenthèse. Donc, on va parler du sucre. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans les détails pour chaque point, parce que globalement, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas étudiant en médecine, vous ne venez pas non plus chercher des connaissances de physiologie très précises. Donc, j'ai essayé d'être suffisamment précis pour que vous compreniez
pourquoi ça pose problème et de ne pas non plus rentrer à fond dans les détails parce que sinon je vais tous vous perdre et vous allez tous vous endormir. Alors, la consommation de glucides, on va parler d'abord des glucides, elle est absolument excessive dans les pays occidentalisés, dont la France. Alors, on conseille de consommer par jour entre 100 et 150 grammes de glucides quotidiennement, d'accord ? Parce que vous voyez que c'est cette zone finalement qui permet de maintenir sans aucun effort son poids et sa composition corporelle. Donc si vous êtes entre 100 et 150 grammes de glucides par jour, c'est parfait. En fait, c'est la quantité de glucides la plus adaptée à votre génétique. Et donc c'est celle qui va le mieux répondre sur votre corps. Ne retenez pas le chiffre, ça ne sert à rien, puisque je vais de toute façon pas vous demander de peser ou de mesurer. Mais c'est pour vous faire prendre conscience un peu à quel point la façon dont on mange maintenant, c'est excessif. La consommation moyenne de l'homme moderne et des Français, c'est 250 grammes de glucides par jour. Ça, c'est pour les gens, entre guillemets, en bonne santé, avec éventuellement un léger surpoids. Ce n'est pas les patients obèses que je vois, les très gros obèses que je vois au cabinet. Puisque eux, ils sont déjà dans la zone plus que dangereuse et globalement, ils consomment plus de 300 grammes de glucides par jour, voire plus. Mais vous voyez que déjà, dans cette cible de 250 grammes, on est déjà à une quantité qui amène progressivement un petit gain de poids de façon complètement insidieuse. C'est comme ça qu'on se rend compte que quand le médecin vous pèse une fois par an, alors moi je pèse mes patients à toutes les consultations parce que j'aime qu'ils se rendent compte tout de suite de la variation. Mais quand le médecin vous pèse une fois tous les ans et qu'il vous dit « Ah bah tiens, l'année dernière, vous faisiez 2 kilos ou 3 kilos de moins. Puis l'année d'après, vous avez encore pris 2 kilos, puis celle d'après encore 2, puis 2. Et puis en fait, vous vous rendez compte que vous avez pris 10 kilos en 5 ans. Et puis que depuis que vous êtes marié, vous avez pris 20 kilos. Mais vous n'êtes pas rendu compte comment, parce que vous avez fait attention à ce que vous mangiez, vous essayez de ne pas faire trop d'excès, et malgré tout, vous avez fait que prendre du poids. C'est parce qu'en fait, vous avez déjà dépassé la cible optimale de consommation de glucides, et le plus souvent, pas de façon absolument hallucinante, mais suffisante pour amener une prise de poids progressive. Alors vous savez que les glucides, c'est un ensemble. Dans les glucides, il y a ce qu'on appelle les glucides simples, qui sont en fait les sucres, d'accord ? Dans lequel il y a le lactose, le fructose, le saccharose, et le glucose, bien entendu. Et les glucides complexes, ils sont le plus souvent, on va dire, l'amidon. L'amidon, c'est ce qu'on retrouve dans le pain. C'est des glucides qui nécessitent d'être coupés en petits morceaux avant de pouvoir être utilisés par le corps. Mais concernant uniquement maintenant la consommation de glucides simples, qui sont des toutes petites molécules qui sont assimilées très rapidement par votre corps, qui vont passer très vite dans votre circulation sanguine, et comme le corps va se retrouver complètement dépassé par ces petites molécules qui arrivent là d'un coup comme ça, après votre repas, il ne va pas savoir quoi en faire de ces glucides simples, de ces petites molécules. Et en fait, le corps ne gâche rien, ne gaspille rien, on est adapté au manque. Donc en fait, il va tout stocker systématiquement au cas où il se passerait quelque chose à l'avenir. Il va faire des stocks, il va épargner. Et c'est comme ça qu'on prend du poids en fait, à cause des glucides simples. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est chargée de faire des recommandations. C'est très intéressant de suivre les recommandations de l'OMS parce qu'elles ne font pas des recommandations pour le français, elles font des recommandations pour l'humain. Et les recommandations de l'OMS sont valables dans tous les pays. Elles sont adaptées à l'être humain, point. Peu importe qu'il habite en France ou qu'il habite en Afrique, c'est des recommandations de base de santé de l'humain. Donc elles sont plus objectives que les recommandations de pays que vous pouvez avoir, puisque les recommandations de pays, elles sont quand même toujours un petit peu sous le joug des lobbies. Et en France, on produit beaucoup de lait, on a une grosse agriculture, et donc les experts, le plus souvent, ils ont un peu les mains dedans, et ils vont un peu dire ce qu'on veut bien leur faire dire. Alors que l'OMS, comme c'est au niveau mondial, ils sont quand même globalement plus objectifs. Donc l'OMS recommande de ne pas dépasser 50 grammes de sucre par jour. Et récemment, ils ont réévalué, suite à certaines études, et ils ont montré qu'en fait, il ne fallait pas dépasser 25 grammes par jour. Parce qu'au-delà de 25 grammes de glucides, il y a déjà des changements au niveau de la santé des gens et il y a déjà des conséquences. D'accord ? Donc l'ancien chiffre c'est 50 et le nouveau c'est 25. Et en France, on consomme 35 kg de sucre par an. De sucre simple, ce qui représente une consommation quotidienne par Français de 100 grammes par jour.
voyez que ça fait 75 grammes de surplus de sucre simple chaque jour dans votre alimentation, hein, de façon générale. Donc vous voyez que le sucre, c'est quand même un gros problème. Hein, il y en a dans tout, c'est totalement insidieux et ça va amener plein de soucis. Alors on va voir ça par la suite. Donc vous savez tous que le sucre ça rend diabétique, hein, je pense que c'est rentré dans l'esprit de tous, à moins qu'il y en a qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait quand même. Mais en fait le sucre, ça donne plein d'autres soucis de santé. Des choses que vous n'allez pas connaître et des choses que vous allez connaître, heureusement. Alors déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aimerais bien vous refaire une formation spécifiquement sur le sucre où on va pouvoir plus rentrer dans les détails, je vais plus vous expliquer comment ça marche pour que vous compreniez. Mais sachez que l'excès de sucre simple est à l'origine des fringales et des coups de barre que vous avez. Globalement, le petit coup de barre de 10h, 11h au boulot quand vous ne vous sentez pas bien, ben en fait c'est une hypoglycémie réactionnelle en réaction à l'excès de sucre de votre petit déjeuner. Pareil, la petite fringale de 16h, eh ben, ou alors le coup de barre juste postprandial, c'est-à-dire juste après le repas que vous avez déjà probablement tous eu, hein, au moins ne serait-ce qu'après un gros repas de famille, eh ben, c'est pareil, c'est une grosse décharge d'insuline qui va en fait vous mettre au repos le temps de la digestion. Et c'est ça le coup de barre, c'est un excès de sucre. Donc vous pouvez être sûr que si vous avez des coups de barre, c'est que votre consommation de sucre elle est trop élevée, c'est sûr et certain. Parce que si vous baissez vos sucres et que vous augmentez un peu votre consommation de lipides, vous allez digérer moins vite et vous aurez beaucoup moins de coups de barre. Vous allez mieux tenir. Faites l'expérience une fois. Alors peut-être au début ce sera un peu dur, mais faites l'expérience une fois de jeûner. Vous sautez le petit déjeuner, vous faites un jeûne. Ben vous allez voir que bizarrement, vous allez avoir moins facilement votre coup de barre de 10-11 heures. Faites un bon petit déjeuner bien copieux avec du pain, vous mettez un truc bien sucré dessus comme de la confiture, vous mettez du chocolat en poudre dans votre lait, vous allez voir là, vous allez vous prendre un bon coup de barre. Prise de poids, obésité, ben on en a parlé, d'accord, hein, vous avez compris un petit peu que c'est très insidieux, les gens ne s'en rendent pas compte, il ne faut pas les blâmer, hein, les gens qui ont pris beaucoup de kilos sur beaucoup d'années, ben en fait ils ne s'en sont pas rendus compte et le plus souvent ils sont très honnêtes et ils ont réellement fait des efforts pour leur santé, ils ont réellement fait attention, c'est dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait les bons efforts et ils ont perdu leur temps. Des caries dentaires, bon ça vous le savez tous, le diabète, vous le savez tous. L'insulinorésistance, je ne vais pas en parler trop, c'est à force que votre corps sécrète de l'insuline en continu pour lutter contre l'excès de sucre, et ben au bout d'un moment il en a marre et il va se mettre à plus réagir à l'insuline parce qu'il en a ras-le-bol d'être toujours baigné dans de l'insuline. Et donc en fait, c'est tout, il va arrêter de réagir à l'insuline et c'est là que votre taux de sucre va commencer à monter sur les prises de sang et si on continue à pousser le vice, vous devenez diabétique. C'est pareil, c'est très progressif, c'est très insidieux. Des cancers divers et variés. Vous savez que les glucides, c'est la nourriture principale de la cellule cancéreuse. C'est une cellule à un métabolisme accéléré. Elle a besoin d'être nourrie en continu et c'est une cellule qui, comme le cerveau, va se nourrir exclusivement de glucides. Elle n'est pas capable de se nourrir d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a certains pays, vous commencez à voir, peut-être si vous êtes renseigné, comme l'Allemagne, qui commence à faire des jeûnes intermittents pour les gens qui ont des cancers. Ou à se lancer dans l'alimentation cétogène, c'est-à-dire qu'on leur donne plus du tout de sucre ni de glucides complexes à manger. Leur corps va se mettre en mode survie, va fabriquer ce qu'on appelle des cétones et la cellule cancéreuse ne sait pas consommer les cétones, elle en est incapable et donc en fait elle va mourir de faim. Et ça marche très bien, ils ont des super résultats. Et dès qu'on apporte une chimiothérapie aux gens qui sont en jeûne ou qui sont en cétone, et ben la cellule cancéreuse, elle est tellement avide, elle a très faim qu'en fait elle va se nourrir à fond de la chimiothérapie et tout le reste de leurs cellules saines vont s'être mis au repos en mode verrouillage et elles ne vont pas être capables d'absorber la chimio. C'est pour ça qu'il y a moins d'effets indésirables pour les gens qui font un jeûne cétogène, ne serait-ce qu'un jeûne de 24-48 heures avant leur cure de chimiothérapie. Alors, fin de la parenthèse, je suis un professionnel de la parenthèse, donc si je pars trop en parenthèse, vous me le dites. Les problèmes cardiovasculaires, donc il a été montré que la consommation de sucre, en dehors de tout problème de tension, etc., était à l'origine en fait d'hypertension, d'une augmentation des risques d'AVC, accident vasculaire cérébral, les attaques cérébrales, et d'infarctus, qui sont les attaques cardiaques, augmentation des triglycérides et du cholestérol. Et oui, parce que le cholestérol, c'est pas forcément lié aux lipides et aux graisses que vous consommez. En fait, c'est, on va dire, peut-être même essentiellement dû aux consommations de sucre. Puisque le sucre va être transformé en graisse dans le foie
pour essayer de... Toujours pareil, hein, votre corps il essaye de faire quelque chose avec ce que vous lui apportez et il va prendre le sucre, il va en fabriquer une graisse qui s'appelle les triglycérides et après il va avoir trop de triglycérides, il ne va plus non plus savoir quoi en faire et en fait il va charger les molécules de cholestérol de triglycérides pour essayer de se décharger un peu et c'est comme ça qu'on a des modifications de cholestérol liées au sucre. Vieillissement prématuré, alors ça c'est super. Vous voyez quand vous cuisinez, que vous faites cuire un steak, hein, vous voyez la belle petite couleur caramélisée, légèrement orangée quand vous faites cuire votre viande, hein, qui c'est très bon, hein, ça donne envie, hein, pareil quand vous faites des crêpes, etc. En fait, c'est ce qu'on appelle une glycation, c'est-à-dire que c'est le sucre naturellement contenu dans les produits qui va se caraméliser, d'accord, avec la chaleur. Et bien, dans votre corps, qui est à 37 degrés, c'est la même chose. Votre corps va se caraméliser suite à l'excès de sucre, ce qui va faire une glycation et ça va se déposer un petit peu partout. Vous voyez ici, je vous ai mis une photo. C'est des cartilages. Ils ont prélevé des cartilages de patients décédés. Et vous voyez qu'avec l'âge, progressivement, la couleur du cartilage change. En fait, c'est la glycation du cartilage, c'est le vieillissement du cartilage dû aux glucides, en fait, qui va se caraméliser progressivement. Et une fois que les tissus ont été attaqués par la glycation, et ben en fait, ils sont plus fonctionnels. C'est comme ça qu'on vieillit en fait, hein, d'accord ? Donc plus vous allez consommer de sucre et plus vous allez vieillir vite. Et l'arthrose, eh ben, c'est lié en fait, hein, d'accord ? C'est la même chose. On sait que dans les articulations, il y a des dépôts de produits avancés de glycation. D'accord ? J'ai perdu personne. Vous voyez, c'est pas du tout anodin. Je pense qu'il y a plein de choses que vous ne connaissiez pas là-dessus. Et ça va, même si vous ne le sentez pas, même si vous aimez manger sucré, hein, vous avez une bouche à sucre comme on dit, et ben en fait, petit à petit, et ben même si vous n'avez pas de symptômes, vous vous sentez en bonne santé, vous faites du sport, etc., et ben ça va quand même avoir des conséquences. Et le problème, c'est que c'est très insidieux. Vous allez voir les quatre composés dont on va parler, tout ce qu'il provoque, c'est très insidieux, toujours. Sinon, les gens, ils arrêteraient tout de suite, hein, forcément. Vous mangez un produit qui ne va pas avec vous, vous êtes malade comme une bête, vous n'y retouchez plus. Vous savez bien que ça ne va pas avec vous. Mais quand c'est insidieux, eh ben, on y retourne. Et puis même si on le sait, on se voile toujours un petit peu à la face en se disant « oui, bon, ça c'est pour les autres. Hein. » Alors, le gros problème des glucides, et je comprends vraiment énormément la difficulté qu'ont mes patients à changer leur alimentation, c'est que les glucides, ça induit une énorme dépendance. C'est hallucinant. Ils ont fait des expériences sur les gens avec des scanners particuliers qui permettent de savoir exactement où partent les drogues, comment sont activées certaines zones du cerveau. Eh bien, les glucides vont activer dans votre cerveau la même zone que si vous prenez des drogues. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. D'accord ? Ça va activer des petits neurones spéciaux qui vont transmettre des molécules particulières, hein, qu'on appelle la dopamine, qui vont en fait être responsables progressivement d'une dépendance, exactement comme si vous preniez tous les jours votre shoot, tous les jours votre drogue. Et ça agit exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'au début, vous allez vous contenter d'une petite dose qui va vous faire plaisir, et plus ça va venir, et plus vous allez avoir besoin d'une grande dose, et d'une plus grande dose, et de façon plus régulière. C'est comme ça qu'on en arrive à ce que je vous ai expliqué, que mes patients, toutes les 2 à 3 heures, se lèvent pour manger. Ils se lèvent pour manger du sucre, parce qu'en fait, ils ont besoin de leur dose de sucre. Ils sont en manque, d'accord ? Et alors, une petite expérience que j'aime bien raconter, donc ça c'est fait sur les souris, donc il faut toujours un petit peu prendre les choses avec un peu de recul, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas des souris, et qu'il y a probablement des différences entre l'humain et la souris, mais on peut s'en inspirer. Ils ont pris des souris, ils les ont rendues dépendantes à la cocaïne. Ensuite, donc ils ont mis un système en place pour que la souris, en appuyant dans sa cage sur une petite pédale, puisse avoir son shoot de cocaïne. C'est des souris de laboratoire, elles sont savantes, elles savent appuyer sur les pédales. Hein. Et ils ont mis une deuxième pédale qui permettait à la souris d'appuyer et d'avoir un shoot d'eau sucrée. Et bien, ils ont remarqué que progressivement, la souris arrêtait d'appuyer sur la cocaïne et appuyait de plus en plus frénétiquement sur la pipette d'eau sucrée. Et elle avait de plus en plus besoin d'avoir des apports de sucre. Et au final, ils ont désintoxiqué les souris de la cocaïne en leur faisant prendre du sucre.
c'est pour montrer à quel point la dépendance aux glucides, elle est monstrueuse en fait. Hein, et c'est très très dur d'arrêter quand on a cette envie de sucre tout le temps, quand on a besoin d'un petit truc sucré, c'est difficile d'arrêter. Mais c'est faisable, hein, d'accord ? Alors je vais vous apporter des petites pistes pour modifier votre alimentation si c'est votre cas. 3 étapes successives, il y en a d'autres, mais j'ai pris que les 3 premières parce que déjà si vous arrivez à appliquer, ce serait déjà pas mal. La première étape, c'est la plus facile et c'est la plus difficile. Désolé de vous dire, il n'y a rien de facile en nutrition. Alors c'est facile pourquoi ? Parce que tous les produits qui sont dans cette étape-là, vous les connaissez tous. C'est toutes les petites douceurs sucrées que vous aimez bien. C'est les bonbons, c'est les sodas, les jus pressés que vous faites maison en pensant que c'est mieux. Même si vous n'avez pas mis de sucre, il y a tous les sucres de fruits qui sont dedans. Hein, il y a tous les trucs qui sont sucrés en bouche, hein, les pâtisseries, les gâteaux, etc. Et c'est ça qu'il faut arrêter à l'étape 1. C'est la toute première chose à faire, c'est se contrôler là-dessus. Alors pourquoi je vous dis que c'est difficile ? Parce que c'est des produits qui sont pas chers, qui sont faciles d'accès et qui induisent le plus de dépendance. C'est avec ça qu'on devient dépendant. D'accord ? Surtout que le plus souvent, hein, quand c'est industriel, ils ne se gênent pas pour ajouter des machin truc qui vont aussi provoquer ou induire des dépendances. Hein. Le but, c'est qu'on y retourne, hein, forcément. Hein. Si vous achetez un paquet de biscuits et que vous dites bof, c'est pas leur intérêt. Hein. Le but, c'est que vous achetez un paquet de biscuits, vous le mangez, c'est super bon et vous y retournez. Donc, l'étape 1, repérez dans votre alimentation qu'est-ce que vous mangez qui a vraiment un goût sucré et remplacez-les à l'étape 1. Si vraiment vous ne pouvez pas vous retenir, par des produits édulcorés. D'accord ? On va dire que c'est déjà très bien. Donc les gens j'ai des patients, il leur faut leurs 2 litres de coca par jour et par personne, c'est comme ça, c'est leur consommation de jour, c'est leur consommation de base. Et du coup déjà, si ne serait-ce qu'ils peuvent faire un petit effort et passer sur du Coca Light, parce qu'ils vont avoir du mal à arrêter ce goût sucré, c'est déjà pas mal. Hein, je ne suis pas du tout pour le light, mais on va en parler juste après, mais c'est déjà un premier pas, ils ont déjà fait un geste. D'accord ? L'étape 2, on y vient. C'est supprimer toutes les sources de sucre artificiel parce qu'il va falloir à un moment ou à un autre arrêter d'avoir ce goût en bouche pour l'oublier. D'accord ? Et que pour votre corps commence à prendre du plaisir avec d'autres goûts. Hein, parce qu'au début, on sait bien quand les gens sont dépendants aux glucides, ils ont envie que des glucides. C'est le seul truc. Hein. Ils mangent leur repas, le soir, ils vont se manger une petite salade, machin, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas trop faim. Puis dès qu'ils sortent le paquet de biscuits, par contre, l'appétit il remonte. Il n'y a pas de problème. Hein. On va s'enfiler un petit paquet de biscuits devant la télé, ça va être super. Donc, deuxième partie, supprimer les sources artificielles de sucre, tous les produits édulcorés. Troisième étape, qui va demander un petit peu plus de boulot parce que le plus souvent c'est moins connu, les gens le savent moins. C'est supprimer les sucres lents et je mets des astérisques, d'accord ? Ces sucres qu'on vous a dit lents ne sont pas lents, ils sont ultra rapides. L'index glycémique des pâtes, il est énorme. Quand vous mangez des pâtes, vous pensez que vous mangez des sucres lents pour être calé toute votre journée et 1 heure après vous avez faim. Parce qu'en fait, vous avez fait une énorme décharge de sucre de malade. C'est des glucides qui sont absorbés très très rapidement. Donc, notamment, ça va être les produits très raffinés, qui sont le riz blanc, d'accord, et les pâtes de blé blanches, d'accord, par opposition aux produits complets. Et puis après, en sucre lent, je vais rajouter le pain aussi, même si je l'ai mis à l'étape du dessus, mais il ne contient pas vraiment de sucre artificiel, mais c'est un sucre faussement lent en fait, c'est un sucre très rapide. La baguette la baguette de pain blanc, elle a un index glycémique de 70 et le Coca-Cola, il a un index glycémique de 70. Voilà, pour vous dire un peu. Passons au numéro 2, passons à la farine de blé. Ok ? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi la farine de blé c'est pas bien ? Le gluten, ouais, d'accord. T'as une idée de pourquoi ? Ou juste parce qu'on a dit le gluten à la télé ? Ouais, effectivement, ça a un impact intestinal. Alors ça, c'est absolument passionnant comme sujet, la farine de blé, parce qu'en fait, ça amène d'autres notions que vous n'allez pas connaître, et vous allez découvrir des choses au niveau du fonctionnement de votre corps. Enfin, moi, j'adore, personnellement. Alors, j'ai mis des petits schémas. Donc, là, vous avez l'intestin dans son ensemble. Je vais reprendre à la base parce que il y en a beaucoup qui ont probablement aucune connaissance en anatomie parmi vous.
Donc quand vous mangez, votre repas descend par l'œsophage, va passer dans votre estomac où il va être digéré par le suc gastrique, puis il va passer par une petite zone d'intestin qu'on appelle le duodénum, où il va être mélangé à des sels biliaires et à des sels pancréatiques pour pouvoir couper votre repas, enfin ce qui reste de votre repas, en petits morceaux qui va être assimilable par la suite. Hein, c'est là que les enzymes font leur travail de découpe. Puis on va se retrouver dans la plus longue partie de l'intestin qui est l'intestin grêle, qui est la zone vraiment où il y aura l'absorption des nutriments. C'est là où tout se passe, hein, quasiment. Et puis une fois que ça aura fini son long chemin, ça va passer dans le côlon où il y a encore une petite absorption, il y a une déshydratation, on va récupérer l'eau et les selles sont finalement fabriquées pour sortir au niveau de l'anus. D'accord ? Donc on va prendre un petit bout d'intestin grêle et on va regarder à quoi ça ressemble. Quand on le coupe, vous voyez qu'il y a plein de plis, plein de plis, des grands plis qu'on voit à l'œil nu, hein, qui s'appellent les valvules connivantes. On va en couper une, d'accord, qu'on va regarder de plus précisément, et là ça devient déjà beaucoup plus petit, mais on peut le voir, hein. Il y a des petits plis avec une sorte de petit aspect comme ça, un petit peu granulé, qui sont en fait des tout petits plis, d'accord, qu'on appelle les villosités. Vous voyez que votre intestin, il est replié sur lui-même une multitude de fois, hein, ça n'est que des plis. Pourquoi des plis ? Parce que plus il y a de plis, plus il y a de surface, et plus il y a de surface, et plus ça s'absorbe. Hein, sinon, il nous faudrait, 200 mètres d'intestin pour absorber notre repas. Hein, donc la nature a trouvé un très bon système d'absorption. Ces villosités, on va les regarder juste en dessous. Vous voyez, c'est encore une fois des plis qui sont recouvertes par plein de petites cellules qui sont collées les unes aux autres. D'accord ? Ces cellules, c'est les cellules de l'intestin. On les appelle les entérocytes. Voilà. Hein, elles sont un peu particulières. Elles ont des petits pics d'un côté. D'accord ? On appelle ça la bordure en brosse qui va permettre l'absorption. Et elles sont collées. Il y a comme un joint entre chaque cellule. D'accord ? Où rien ne passe. Ça s'appelle la jonction serrée. Voilà. Je vous explique ça parce que c'est important pour comprendre la suite. Donc, en fait, ce schéma à gauche, c'est le même schéma à droite, mais là, il y a déjà des problèmes. Donc, vous voyez que normalement, rien ne passe par les jonctions serrées. Donc là, on est dans l'intestin avec les nutriments. Il y a des nutriments, c'est-à-dire des choses qui sont bonnes pour notre santé, des vitamines, du calcium, du magnésium, plein de choses. Et il y a des antinutriments, des choses qu'il ne faut surtout pas qu'on absorbe, hein, comme des bactéries, comme des métaux lourds, comme du plomb, comme de l'aluminium. Hein. Quand vous cuisinez dans vos cocottes en aluminium, c'est une catastrophe. Donc, tout ça, ça se retrouve dans votre intestin, il ne faut pas rêver. Mais heureusement que vous avez une barrière intestinale, on appelle ça la barrière intestinale, puisque c'est vos cellules qui vont décider ce qui passe ou ce qui passe pas. Toi, tu passes pas. Ah non, toi, on ne veut pas de toi. Tout traverse la cellule et ensuite se retrouve dans la circulation sanguine. Et après, une fois que c'est passé dans le sang, ça suit le flot, hein, c'est tout. Hein. Bon, heureusement, il reste le foie qui est encore un énorme filtre. Mais une fois que c'est passé dans le sang, c'est fini, on va dire. Quand vous consommez des produits comme de la farine de blé qui contient du gluten, alors il y en a plein d'autres, hein, des modificateurs de la barrière intestinale, mais celui-là, c'est un très gros modificateur. En fait, ça va détruire votre jonction serrée et ça va rendre votre intestin ce qu'on appelle poreux. C'est-à-dire que vos cellules vont toujours continuer leur travail de tri, elles ne sont pas mortes, hein, surtout qu'elles se renouvellent tous les 3 jours en moyenne. Mais entre chacune de vos cellules, il va y avoir des trous. Et malheureusement, une partie de ce qu'il y a dans vos intestins va réussir à passer dans votre sang sans avoir l'autorisation d'y passer. Mais il va y passer quand même. Du coup, il y a plein de choses qui ne devraient pas se retrouver dans votre sang qui vont s'y retrouver. Et ça va poser des gros problèmes, des très très gros problèmes. Vous voyez, là, c'est des molécules, on va dire, peu importe, un nutriment lambda, voilà, une protéine, on s'en fiche, on ne va pas donner de nom. Quand vos nutriments passent dans le sang, votre corps fait une deuxième vérification en continu, c'est-à-dire qu'il envoie des globules blancs qui vont, par l'intermédiaire des anticorps, qui vont en fait contrôler si c'est des bons produits ou si c'est des mauvais produits. J'essaie de vous expliquer vraiment ultra simplement, parce que là on rentre dans des trucs un peu compliqués. Donc votre corps va prendre cette molécule
va la regarder, va dire bon, ok, ça c'est bon, j'ai l'habitude de te voir, on en a besoin pour fabriquer des os, hop, on y va. Et sauf qu'il va tomber sur des trucs qui n'ont rien à y faire, puisque c'est passé entre les cellules sans autorisation. Et il va repérer, heureusement, il va repérer les mauvais produits. Et il va essayer de les détruire par ce qu'on appelle des anticorps. Il va créer des sortes de petits soldats qui vont partir qui vont se multiplier dans votre sang, qui vont être diffusés partout dans votre corps, qui vont essayer de repérer ces mauvais produits et de les détruire avant que ces produits vous détruisent. D'accord ? On va essayer d'aller plus vite que ces mauvais produits. Ça, c'est la normalité et heureusement qu'on a ça. Si une bactérie, par malchance, et il y en a tout le temps, passe dans votre sang, elle a peu de chance. Elle arrive, vous êtes en bonne santé, votre corps la repère, il crée des anticorps, il la détruit, et puis voilà, le problème est réglé et vous êtes vivant, et au pire du pire, vous avez eu une journée de fièvre ou une petite diarrhée, et c'est tout. D'accord ? Sauf que c'est là où ça se complique fort. C'est que certains produits qui vont se retrouver dans votre sang vont être étrangement ressemblants à certains composés de votre corps, à certaines protéines qui composent naturellement votre corps. Et les anticorps vont se tromper. Quand ils vont attaquer ces produits néfastes pour votre santé, ils vont aussi se mettre à attaquer votre corps. Ils vont attaquer des zones particulières de votre corps qui n'y sont pour rien, mais ils ont fait l'erreur de ressembler à un mauvais produit. Donc voilà. Et c'est une erreur. On appelle ça une réaction croisée. D'accord ? Et la réaction croisée va être à l'origine de toutes les maladies auto-immunes. D'accord ? Polyarthrite rhumatoïde, enfin il y en a tout un tas que vous avez entendu, on va revoir un petit peu quelques noms qui vont vous évoquer des choses. Et c'est votre corps, malheureusement, qui se trompe et qui, en pensant détruire quelque chose de mauvais, se détruit lui-même. Et là où c'est vraiment très gênant, c'est qu'une fois que le système immunitaire s'est activé et a créé des anticorps, il ne revient plus jamais en arrière. La mémoire est définitive. C'est-à-dire qu'on peut l'apaiser en n'étant plus jamais en contact avec ces produits néfastes, mais au moment où les produits vont revenir, tout se réactive. On ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que les réactions croisées sont en place, c'est fini. La réaction s'est faite. Le corps a reconnu cette molécule comme étrangère et il va continuer toute sa vie jusqu'à votre mort à agir dessus et à l'attaquer, et à l'attaquer, et à l'attaquer. Toujours plus. La réaction, on dit qu'elle s'auto-entretient. Est-ce que vous avez saisi cette partie ? On peut dire par exemple que si on est allergique à un produit, on va y être à vie. Ouais, on va dire ça. Parce que ton corps, il a reconnu un produit qui normalement ne crée aucune réaction chez personne, mais bizarrement, il va en créer une chez toi. Et une fois qu'il a reconnu ça comme étranger, il ne va pas l'oublier. Ça va le rester à vie. Toute sa vie, il va se dire que ça pose problème. D'accord ? Et le deuxième souci, c'est qu'une fois qu'il est activé, il est un peu en mode défense. Et il va se mettre à reconnaître progressivement, tout au long de la vie, d'autres produits, et de plus en plus de produits, et de plus en plus de produits. Alors, pourquoi on devient allergique à des produits ? Parce que des produits qui devraient être filtrés par le sang et qui n'ont rien à faire dans votre sang vont passer entre les cellules et vont se retrouver dans le sang. Donc, on peut rendre les gens moins allergiques de façon générale en restaurant leur barrière intestinale. On restaure le microbiote, on leur donne des bonnes bactéries, on leur fait des changements alimentaires, ça leur restaure la barrière intestinale et ils se mettent à moins réagir puisque les composés ne peuvent plus passer dans le sang. D'accord ? Donc ça règle une partie du problème. Si en plus ils font les changements alimentaires qu'il faut, globalement ça peut couper l'allergie, mais il ne faudra pas qu'ils reviennent à leurs anciennes habitudes. De toute façon, en nutrition, de façon générale, il faut vous dire que les changements que vous faites, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Parce que quand vous revenez en arrière, vous revenez à votre état de base. S'il n'y a pas de... On peut rien y faire, c'est comme ça. D'accord ? Je vais passer à la diapo suivante. Le deuxième souci de molécules qui vont se retrouver dans votre sang et qui n'ont rien à y faire, c'est ce qu'on appelle l'encrassage. C'est certaines molécules comme par exemple l'aluminium, qui est contenu dans la quasi-totalité des cocottes, à moins d'acheter des cocottes en inox. Et en fait, ces composés vont se retrouver dans le corps et tous ne sont pas destructibles par votre corps. Et si le corps ne peut rien en faire, il va les stocker, il va les déposer à des endroits divers et variés, ils vont rester là. Et ils peuvent rester là définitivement jusqu'à votre mort. C'est le cas des métaux lourds.
les gens qui s'intoxiquent au plomb, qui s'intoxiquent à l'aluminium, et ben malheureusement leur dose de métaux lourds va rester. Et les dépôts, par exemple les dépôts d'aluminium dans le cerveau, qui peuvent être à l'origine de la maladie de Parkinson, vont rester déposés dans le cerveau. Quoi qu'on fasse, c'est tout, c'est déposé. On n'a pas de moyen de sauvegarde contre ça, le corps n'a aucun moyen d'élimination. Donc si vous avez une barrière intestinale qui est 100% poreuse parce que vous ne mangez pas ce qu'il faut et que vous mangez vos pâtes tous les jours, parce qu'on vous a dit le sportif doit manger des pâtes, vous avez des trous pleins l'intestin, et bien chaque fois que vous mangez, dites-vous que ce qui ne devrait pas arriver dans votre sang y arrive, et ce que le corps n'arrivera pas à traiter, et ben ça va être stocké et déposé à droite et à gauche dans votre corps. Vous vous encrassez progressivement. Voilà. Ça c'est un deuxième gros souci. Donc j'ai pas trié entre auto-immun ou encrassage, on va pas en parler, vous ça vous intéresse pas particulièrement. Mais vous voyez qu'au niveau digestif, il y a des maladies que on va lire les noms ensemble parce qu'il y en a qui vont vous faire tilt, vous en avez entendu parler, vous avez peut-être des membres de votre famille ou des amis qui sont touchés. Alors vous avez tout ce qui est maladie cœliaque, donc ça c'est l'allergie au gluten. Vous avez la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Au niveau neuro, on a montré que le gluten pouvait favoriser la survenue de schizophrénie. Tous les mécanismes ne sont pas élucidés. La porosité intestinale, on va y revenir après, serait à l'origine de la mort subite du nourrisson. D'accord. On a des épilepsies qui sont probablement des pathologies d'encrassage. On a la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune. On a l'Alzheimer, on a le Parkinson. C'est toutes des maladies qui sont favorisées par ces phénomènes dont on a parlé juste avant. La spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, qui est quand même très fréquente chez les femmes, donc probablement vous connaissez quelqu'un qui a une polyarthrite. L'arthrose, qui a une maladie inflammatoire, et la goutte. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand le corps s'active en créant des anticorps, il passe dans un mode survie, il se met à s'enflammer, et il reste en mode inflammatoire, et en fait ça va augmenter les douleurs d'arthrose, ça va augmenter les douleurs tendineuses, ça va augmenter tout un tas de douleurs sur votre corps. Au niveau de votre peau, il y a tout ce qui est psoriasis, dermatite atopique, l'eczéma, l'eczéma qui est une maladie allergique, et puis d'autres petites choses comme le diabète de type 1 et le type 2, la maladie de base d'eau, des lupus, sclérodermie et les cancers. D'accord ? Liste qui fait peur, mais encore une fois qui est non exhaustive. Il y a plein d'autres conséquences. Je vous ai listé des noms que peut-être vous connaissez pour que ça vous évoque quelque chose, mais en fait il y en a plein d'autres, plein. Il y en a des listes complètes, on ouvre des bouquins. Il y a un bouquin qui s'appelle L'alimentation ou la troisième médecine. Le bouquin doit faire 500 pages. C'est uniquement sur porosité intestinale, et réaction croisée et encrassage. Le bouquin doit faire 500 pages. Et c'est des listes complètes de maladies qui sont provoquées par ces mécanismes. Je ne vous demande pas de le lire, ne vous inquiétez pas. Alors, quelques idées en vrac pour changer votre alimentation, pour quitter un peu les produits à base de farine de blé. Alors d'abord, il va falloir se mettre en tête qu'il faut changer votre alimentation. Il faut que vous vous orientiez le plus possible sur des produits non transformés. Non transformés, c'est-à-dire des produits disponibles naturellement dans la nature, que vous pourriez chasser ou cueillir par vous-même, sans avoir besoin d'un industriel qui va vous le transformer. Personne ne mâche du blé comme ça, du blé cru. Pour que le blé serve à quelque chose, on doit le transformer. On doit le transformer en farine et ensuite on doit le transformer en gâteau, en pâtisserie ou en pain. Ça n'existe pas. Donc essayez déjà de vous orienter sur un maximum de produits non transformés. Ça c'est vraiment essentiel. Globalement, une alimentation riche en produits non transformés, ça va diminuer les pathologies d'encrassage parce que vous avez moins de composés toxiques qui arrivent dans votre intestin et ça va vous aider à restaurer votre barrière intestinale. Consommez un maximum de fibres, c'est-à-dire un maximum de fruits et légumes. Pourquoi ? Parce que les fibres vont tapisser votre intestin, vont créer une sorte de deuxième barrière qui va empêcher les composés néfastes de traverser les trous de la barrière en fait. Ça va faire une sorte de colmatage, c'est à ça que ça sert les fibres, entre autres. Variez au maximum votre alimentation. Ne mangez pas que des pâtes et du pain tout le temps. Mangez un peu de riz,
essayez les racines. Ici, on en a plein des racines. Il y a moyen de changer. Et on peut manger du manioc, on peut manger de la madère, de la patate douce. Il y a tout un tas de choses. Essayez les légumineuses. J'ai des patients qui n'ont jamais mangé de lentilles, par exemple. Enfin, on peut changer. Variez au maximum votre alimentation et sortez des féculents classiques que vous avez l'habitude de manger. Certaines recettes nécessitent absolument l'usage de farine parce qu'on vit en société, on est au 21e siècle, on invite des gens et puis il y aura toujours des occasions et puis il faut faire plaisir aux enfants, enfin voilà. Et essayez d'autres types de farines. Il existe maintenant plein d'alternatives. Il existe des farines de châtaigne, il existe de la farine de patate douce qu'on a ici, qui est excellente. Vous pouvez la tester si vous voulez. Et qui a plein d'avantages, on pourra en parler de façon off après si vous voulez. Il y a les farines de manioc, il y a de la farine de fruits à pain, m'a dit Gladys hier. On trouve vraiment tout un tas de choses qui vont quand même être plus naturelles que la farine de blé et qui ne contiennent pas de gluten. Et alors, très important selon moi, ne tombez pas dans le piège des produits industriels sans gluten. C'est une catastrophe, c'est pire que tout. Parce que pour enlever le gluten, ils vont essayer de rajouter un maximum de produits autres qui sont que des produits chimiques pour essayer d'avoir le même résultat que ce qu'ils auraient eu avec un produit sans gluten. Donc en fait, c'est des produits, c'est des mélanges de plein de choses. Le plus souvent, il y a plus de sucre, le plus souvent, il y a plus de sel, il y a souvent plus de E machin, voilà. Ça en est rempli. En fait, c'est catastrophique. N'achetez pas du sans gluten. Voilà, point barre. Vaut mieux se passer du produit, carrément. J'ai des patients, ils se disent ils achètent des biscottes sans gluten. Quand ils me ramènent les paquets pour que je vois ce qu'il y a dans le paquet, parce que je dis ramenez-moi à la prochaine consultation, mais j'hallucine à la lecture. Je dis mais il faut que vous arrêtiez. Et puis faites des expériences. Il y a sur internet maintenant, vous allez trouver plein de super recettes de produits qui contiennent le plus souvent pas de gluten, pas de lactose. Vous allez en trouver plein. Alors vous allez trouver des recettes nulles. Forcément, c'est pour ça que je vous dis faites des expériences et vous allez tomber sur des recettes absolument super où vous allez vous dire mais pourquoi j'ai fait comme ça toute ma vie alors qu'il suffisait de faire comme ça. Et là ça va induire des vrais changements dans votre alimentation. Je vous en ai marqué une ici, c'est la recette de crêpes que j'utilise moi, je vous en ai fait, vous pourrez les goûter, d'accord? J'ai été gentil avec vous. Vous utilisez 500 ml de lait d'amande, 250 g de farine de patate douce, 4 œufs, une cuillère à soupe de miel et en option vous pouvez mettre un petit trait de rhum vieux ou de cognac si vous voulez donner un petit peu de goût et vous allez voir il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sel, le sucre c'est uniquement une cuillère à soupe de miel, il n'y a pas de sucre transformé par l'industrie et c'est de la farine sans gluten, d'accord, la farine de patate douce. Voilà, et je vous propose de faire une pause.